Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carter et Piston. Carter et Piston numéro 8. Comme d'habitude, je dois vous remercier pour votre soutien, les innombrables messages d'encouragement et de félicitations, il faut bien le dire, qu'on reçoit pour cette émission. Continuez à liker, abonnez-vous, on est pratiquement aux 1000 abonnés. J'aurais bien aimé essayer d'atteindre cet objectif avant la fin d'année, mais je crois qu'on va y arriver sans trop de problèmes. Vous êtes pratiquement près de 30 000 finalement maintenant à suivre cette émission, soit via YouTube, soit via Facebook. Merci. Durant cette émission, nous allons parler triomphe. Nous allons parler triomphe avec évidemment les modèles qui ont marqué l'année 2018, mais aussi ceux qui marqueront l'année 2019. Alors, pour en parler, je me trouve tout d'abord dans la concession Triomphe de chez Hot Motorbike à Theux, et j'accueille Michel Hot, qui est le patron de chez Hot Motorbike, et avec qui nous allons discuter de la marque pendant toute l'émission. Michel, bonjour. Bonjour Thierry. Michel, pour commencer cette émission et nous mettre directement dans le bain, j'aimerais revenir en fait sur la Triumph Tiger 1200 que Triumph a mis à ma disposition pendant toute l'année. Un trail fantastique avec lequel nous avons fait un énorme comparatif dans les Alpes avec une équipe que tu connais, dont Fred Kruger. Et je voudrais revenir un peu en image sur l'utilisation de cette moto et ce qu'on en a fait pendant un an, parce qu'elle nous a procuré, beaucoup de plaisir. 2, c'est une moto très efficace, confortable, qui est taillée pour l'aventure. Est-ce que toi, de ton côté, tu as de l'expérience entre elles? Tout à fait, on roule quand même assez couramment sur ce genre de machine qui se prête très bien, je vais dire, au paysage qu'on a ici. Comme tu le disais, une machine très confortable, très polyvalente, qui donne beaucoup de sensations. Oui. Et le trail, on aime ici chez Hot Motorbike parce que je crois que vous organisez 1 ou 2 fois par an, je ne sais plus la fréquence, une balade trail où vous sortez vraiment des sentiers battus. Exactement. Une fois l'année, nous organisons une balade où nous démarrons d'ici et nous allons dans une petite cabane qu'on a au fond des bois. Et on fait tout ça presque uniquement en tout terrain, oui. Mais en fait, pas toujours facile d'être dans la légalité, malheureusement. Oui, ça c'est évidemment le problème. Ça reste accessible? Oui, maintenant il faut quand même avoir un minimum de pratique au niveau tout terrain. Et des pneus un peu adaptés. Des pneus un peu adaptés, c'est sûr. Ça, c'est bien. Bon, écoute, je te propose de redécouvrir en images avec les téléspectateurs l'année passée au guidon de cette Triumph Tiger 1200. On y va. C'est en janvier dernier, lors du salon de Bruxelles, que la direction de Triumph m'avait remis les clés de cette Triumph Tiger 1200 XCA. Tout au long de l'année, nous avons partagé cette moto avec des téléspectateurs et parcouru de nombreux kilomètres à son guidon. Ce vigoureux 3 cylindres de 1215 cm3 développe 141 chevaux et est ici dans la version la plus aboutie de la Tiger, la XCA. Cette moto offre tout ce que la technologie Triumph peut permettre d'offrir sur une moto. Nous avons 6 modes de conduite, en allant du mode pluie au mode off-road pro. Nous avons un régulateur de vitesse, un pare-brise réglable électriquement, poignée selle chauffante, suspension semi-actif, ABS optimisé pour les virages, j'en passe et des meilleurs. Lors de notre maxi-test dans les Alpes, cette Triumph Tiger 1200 XCA a fait jeu parfaitement égal avec la BMW GS 1200 Adventure. Rappelons que la BMW est un peu la reine du bal chez les gros trails, mais Triumph est arrivé à se hisser au niveau de la référence de la catégorie. Cette machine fut une compagne de choix lors de cette année, mais bon voilà, les meilleures choses ont une fin et il va falloir la rendre. Triumph a bien compris l'intérêt du phénomène vintage et rétro, et d'ailleurs ce phénomène est lié à son histoire. On se rappelle entre autres de Steve McQueen qui chevauchait déjà des Triumph qui avaient été légèrement modifiés pour un usage off-road. Triumph propose une large gamme dans ce style de moto. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Nous avons une gamme très complète qui comprend un scrambler bien entendu, les Bonneville T100 et T120 ainsi que la Truxton. Et chaque fois ce sont des modèles qui font référence aux modèles originaux. D'accord. Et le scrambler actuel est en quelle cylindrée? En 900 cm3. D'accord, ok. Et il fait combien de chevaux? 55 chevaux. D'accord. Moto pour la balade,
tranquille, très accessible. Voilà, tout à fait. Un véhicule très coupleux, assez facile d'utilisation. D'accord. Toutes ces motos ont déjà un look vachement travaillé par la marque, vachement rétro d'origine, mais Triumph propose pour chacune de ces motos, pour chacun de ces modèles, un catalogue étendu de pièces homologuées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce catalogue? Jusqu'où peut-on aller? Ça va les petits caches qu'on peut changer sur le moteur, les selles. Il y a vraiment beaucoup de choses, des petits clignoteurs, des phares LED. Il y a pour chaque véhicule environ une centaine de pièces disponibles. D'accord. Donc ça permet vraiment de personnaliser sa moto tout en restant sur une moto légale, on va dire. Tout à fait. L'avantage quand on travaille avec le constructeur Triumph, c'est que toutes ces pièces sont homologuées. Si jamais il venait à avoir un contrôle technique, vous garderez une moto tout à fait légale. D'accord, ok. Oui, ça c'est important parce que bon, c'est pas encore vraiment à l'ordre du jour, mais certains pays l'ont déjà, le contrôle technique, l'Allemagne, le Luxembourg, et là ça sonnera évidemment le glas des transformations un peu sauvages qui peuvent se voir parfois sur nos routes. Oui, effectivement. Exactement, ça risque de venir chez nous un jour. Oui, tout à fait. Vive l'Europe. Je vous propose de découvrir l'univers étonnant des préparateurs et des constructeurs privés. On va découvrir cet univers, en fait, grâce à l'AMD. L'AMD, qu'est-ce que c'est? C'est un championnat du monde des constructeurs qui se déroule tous les 2 ans. Cette année, il a eu lieu pendant le mois d'octobre au salon Intermode de Cologne. Et nous allons découvrir les réalisations qui ont été faites sur place et jugées avec le double champion du monde de la discipline, qui n'est autre que Fred Kruger. Fred va nous donner sa vision des motos qui sont exposées, qui sont prêtes à concourir, et peut-être avec un petit effet divinatoire, Fred va nous désigner le vainqueur du concours en avance sur tout le monde. On va à Cologne. Fred, une fois de plus, nous voilà à l'AMD. Alors, pour une fois, toi, tu ne participes pas. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est ce concours et à quoi il est destiné, à qui il est destiné plutôt. Pour rappel, tu as été 2 fois champion du monde, titré AMD 2010-2014. Et cette année, on a fait un petit tour et tu as déjà peut-être une idée de ce qui pourrait se dessiner sur le classement final. Mais d'abord, c'est quoi l'AMD? L'AMD, c'est donc un championnat du monde constructeur de motos artisanales. Donc ce sont différents particuliers à travers le monde qui sont sélectionnés dans leur pays pour représenter leur pays à la finale annuelle qui a lieu cette année à Cologne. En général, ça a démarré aux États-Unis, on est resté assez longtemps aux États-Unis et c'est la 3e fois, je pense, qu'on est en Allemagne maintenant. Ok. Et en fait, on voit ici, il y a toutes les motos qui sont là derrière nous. En fait, il y a plusieurs classes différentes où tout est mélangé. Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a différentes catégories. Donc, il y a la catégorie qu'il faut impérativement remporter, c'est la catégorie freestyle. Donc, où tout est possible, tout est permis. On fait ce qu'on veut. Évidemment, il faut que la moto soit utilisable. Il faut fournir une preuve, une vidéo de roulage de la moto avant de l'inscrire. Oui, donc les motos doivent être capables de rouler. Impérativement, sinon ce serait un petit peu trop facile. Maintenant, je ne dis pas qu'elles doivent être forcément utilisables dans un grand confort, mais elles doivent être utilisables et pouvoir permettre de tourner dans un parking, d'effectuer un petit parcours d'obstacles, de façon vraiment à pouvoir montrer qu'on peut vraiment profiter de la moto et l'utiliser. Alors les critères de choix sont basés sur quoi? Donc la catégorie qu'il faut remporter, c'est la catégorie freestyle. Il y a aussi des sous-catégories qui sont Café Racer, Street Fighter et Modified. Modified, c'est une moto avec un moteur et un cadre d'origine. Et alors, les règles sont quand même relativement précises. Mais et au fur et à mesure des années, les catégories évoluent en fonction du marché et tout ça. La catégorie principale restant évidemment la freestyle. Alors les règles, en freestyle, il n'y a pas vraiment de règles. Par contre, on peut expliquer plus ou moins comment on détermine qui sera le champion. Donc cette année, il y a plus ou moins une centaine de motos inscrites. Ah oui, quand même. Oui, il faut avoir un jugement qui est relativement large et le plus qui réfléchit le plus possible vraiment l'esthétique, la qualité de réalisation, les goûts de chacun. Donc c'est évidemment c'est quand même relativement subjectif. Et il n'y a pas vraiment une bonne façon de voter, mais la façon qu'ils ont trouvée eux est, je trouve, relativement intéressante. À savoir que ce sont tous les propriétaires des motos qui votent, en plus, on va dire pour plus ou moins 65-70%.
une quinzaine de pourcents, c'est un jury vraiment de professionnels du secteur. Et les 10-15% sont vraiment des VIP, des guests qui n'ont pas forcément une grande culture et une grande connaissance dans ce domaine-là. Mais on va dire que ça fait 10%. Donc ça reste relativement... en général, je veux dire, quand je viens voir et que je dis telle moto va gagner ou telle moto va gagner, elle ne gagne peut-être pas, mais elle est toujours sur le podium. D'accord. Et on gagne quoi? On gagne la possibilité de pouvoir se remettre à l'établi et revenir l'année suivante. Et on gagne beaucoup de visibilité quand même. Il y a une très bonne visibilité, ça donne évidemment beaucoup de crédibilité sur le travail. C'est vraiment à l'échelon mondial parce qu'il y a des pays asiatiques qui viennent, il y a le Japon, il y a beaucoup des Russes cette année, il y a vraiment la plupart des continents sont représentés. Donc pour ça, ça fait un beau panel à l'échelon mondial. Alors, il faut ça. Tu me demandais si on ne gagne rien, non, c'est évidemment très bon pour la promotion. Les premières années, le premier gagnait 25 000 $, 15 000, 5 000, et ça a duré 5-6 ans, et puis la cagnotte s'est asséchée. Ouais, d'accord. Par rapport à ton premier titre en 2010, est-ce que tu trouves que le niveau général s'est élevé? Je trouve qu'au fur et à mesure des années, parce qu'il faut savoir que j'ai fait ma première participation en 2004, donc la toute première année aux États-Unis. J'ai un bon recul, je vais dire, sur le championnat parce que j'ai participé 7 fois et j'étais 6 fois sur le podium. Donc je vais dire, je suis le seul à avoir fait un score et j'ai scoré vraiment. C'est moi qui ai le meilleur résultat depuis le début des championnats du monde. Donc je peux vraiment dire qu'il y a eu une grosse évolution. Les motos étaient déjà sympas à la base en 2004. Ça a évolué, pas forcément toujours dans le bon sens. Il y a des motos qui sont devenues vraiment irroulables ou très difficilement utilisables. Il y a des motos qui sont très compliquées, qui étaient très lourdes esthétiquement. Mais de temps en temps, on a la bonne surprise de voir une moto qui sort du lot. Une moto qui est simple, qui est facile à comprendre, qui est bien faite, qui est faite avec amour. Bien souvent, ça se ressent. Et de temps en temps, il y a des merdes, ça arrive, mais l'important c'est de participer. C'est ce qui fait le niveau, évidemment, ça c'est sûr. Écoute, moi ce que je te propose, on va faire un petit tour ensemble, et puis on en a déjà évidemment un peu discuté, et tu vas me montrer finalement ton choix 2018, qui devrait probablement être sur le podium, ou peut-être sur la première marche. Oui, je pense, et je voudrais quand même juste préciser, quand je disais, il y a des merdes, tout est relatif, si les motos les plus moches ici demandent quand même bien souvent beaucoup de travail. Quand je dis ça, c'est plutôt subjectif, c'est une question de goût. Oui, ce sont mes goûts, je ne les trouve pas belles. En fait. Par contre, quand je vote toujours pour la qualité du travail, l'ingéniosité, et je fais abstraction de mes goûts, je les mets vraiment en tout dernier. Mais en général, tout le monde s'y retrouve et on arrive quand même au même résultat. Ce sont quand même toujours les plus belles motos qui sont primées. D'accord. Bon, écoute, on va aller faire un petit tour, on va aller voir ça. Oui. C'est en Retro Modified, qui est une catégorie qui est plus appropriée, mais par contre, c'est sans faute de goût, c'est magnifique. Tout est à sa place, il n'y a rien de trop. C'est une base Knucklehead, donc qui est vraiment un des moteurs les plus mythiques chez Harley. La couleur, les finitions, quand on voit les supports de garbou, moulurés en inox, repolis. Franchement, ça, c'est le genre de moto, celle-là, je la veux bien dans mon garage. Voilà, la plus belle moto, plus belle moto pour moi d'époque qu'il y a ici. Et tout est parfait, parce que regarde. La moto avec laquelle je roulerai éventuellement, je serais très fier de me promener, franchement. Franchement, incroyable. Regarde ça. Je sais déjà même pas comment il arrive à le faire d'ailleurs. Ah ouais, ça va. Il a ressoudé une épaisseur dessus, il a soudé tout autour et il l'a meulé. Il n'y a pas de défoncement derrière, c'est pas embouti, tu vois. C'est du poli. C'est du poli, ça me plaît moi ça. Qualité de réalisation, pas loin d'être irréprochable. Alors le truc c'est bien barré, on est dans les comics, je sais pas, c'est du rétro-futurisme, manga, le 5e élément, Besson, je sais pas. Je pense qu'ils prennent un petit peu de drogue aussi. Personnellement, mon choix est fait. La moto que vous voyez derrière moi, motorisée par un petit Yamaha SR 400, à compresseur, est extrêmement bien finie.
vraiment irréprochable en termes de qualité de réalisation, beaucoup d'innovations techniques, très fluette, ce que j'aime bien les petites motos, j'aime bien les motos fines. Tout fonctionne, il y a un système de suspension à friction, il y a pas mal d'idées qui sont bien barrées et je trouve tout ça très cohérent et extrêmement bien réalisé. Donc mon choix, si je devais voter, irait directement pour cette moto-là. Champion du monde pour moi. Un monde étonnant que ces préparateurs moto. La préparation de moto, c'est quelque chose que tu connais, Michel. C'est quelque chose que vous réalisez de manière régulière dans cette concession. Et vous avez ici réalisé un scrambler. Et cette scrambler est un peu votre vision de la moto idéale sur base d'une Triumph, évidemment. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette moto? Qu'est-ce que ça représentait comme défi technique? Il y a eu beaucoup de travail sur cette machine. Tout d'abord, on a voulu vraiment reprendre les caractéristiques des anciennes Triumph. Donc on fait référence à pas mal de choses. À l'histoire. À l'histoire, en s'inspirant vraiment des vieux modèles, quoi. Donc on a travaillé principalement sur l'esthétique. Oui. Niveau moteur, on n'a rien changé. Donc on a mis des petits garde-boue en aluminium brossé, comme c'était le cas sur les anciennes. On a changé la fourche, on a effectué un gros travail au niveau du bras oscillant, parce qu'on a fait un mono-amortisseur. On s'aperçoit que là, vous êtes en mono-amortisseur. Hein, donc ça, c'est du gros boulot, ça. Hein. Oui. Donc avec renforcement du bras oscillant, on a simplifié la boucle arrière pour y intégrer un petit feu LED. On a intégré aussi des plaques en aluminium sur lesquelles étaient mis les numéros. C'est ça, ouais, tout à fait. Sur les motos qui participaient au Six Days. Changement du compteur, phare, toute l'installation électrique qui se trouvait au niveau du phare a dû être placée en dessous du réservoir. Ça aussi, ça a été un gros travail. Et bon, voilà, une autre selle, une peinture tout à fait spéciale. Oui, magnifique d'ailleurs. Et en fait, cette moto, elle est à vendre. Donc vous réalisez en fait un exercice de style, et puis bon, vous vous dites, tiens, ça plaira peut-être à un client. Et tu peux nous donner le prix d'une réalisation d'une moto comme ceci? Vu le gros travail et les nombreuses pièces, parce que c'est une partie de ce que j'ai énuméré, mais il y a encore pas mal de pièces dessus. Elle tourne aux alentours des 22 500. Oui. Mais bon, quand on la voit, elle est unique. On a eu la chance de l'essayer. Sincèrement, elle envoie du lourd, elle les vaut, c'est une moto bien équilibrée, et c'est un vrai plaisir à conduire, quoi. Donc, amateur de moto unique. Chez Carter et Piston, on aime les accessoires qui sortent un peu de l'ordinaire, et vous savez qu'on aime aussi le trial. Alors en fait, une moto de trial, c'est une moto très particulière parce que c'est une moto à usage pratiquement unique, qui en général n'est pas immatriculée, très peu le sont, et qu'il faut déplacer d'endroit à endroit pour arriver au terrain de jeu. Pour ça, évidemment, il faut une remorque. Alors tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une remorque, mais tout le monde n'a pas non plus la place pour stocker une remorque, si on habite dans un appartement par exemple. Alors j'ai peut-être une solution pour vous, pour déplacer votre moto de trial de terrain de jeu en terrain de jeu. Regardez plutôt parce que je trouve cette solution très intéressante. Cette solution, c'est un porte-moto de la même idée que les porte-vélos que tout le monde connaît. L'encombrement est vraiment réduit et la mise en place est vraiment très simple. La fabrication est robuste, tout en étant transportable facilement par une seule personne. Le raccordement électrique fourni convient aussi bien aux prises 7 broches qu'aux prises 13 broches. Une petite rampe en alu permet de monter la moto très facilement. Et tout seul en moins de 10 minutes montre en main, j'ai déballé le colis et posé ma moto sur le rail. Temps réduit même à 5 minutes, une fois que le porte-moto sera évidemment déjà déballé. Ce type d'attelage permet de rouler tout à fait normalement et évite évidemment de tirer une remorque.
Il faut toutefois s'assurer que votre attelage remorque peut soutenir un poids vertical de 75 kg puisque c'est la charge maximale autorisée sur ce porte-moto. Cette solution de chez Taucar coûte 599 € et est une belle alternative à une remorque. Même si on peut se dire que pour ce prix-là, on peut aussi acheter une remorque moto ou une remorque qui peut servir à transporter une moto avec de multiples usages. Mais rappelons-le, tout le monde n'a pas la possibilité évidemment de stocker une remorque chez lui. Bon, voilà donc une solution vraiment sympa que moi j'ai personnellement testée sur les quelques trials de fin de saison. Ça se comporte très bien, on ne sent absolument pas la moto sur le véhicule et ça vous permet de rouler à une vitesse normale sans un attelage derrière vous et surtout une facilité de stockage que je trouve bien intéressante. Nous allons rester dans l'original. Je vous propose l'essai de la Husqvarna Viptilen 701, moto au look très particulier, mais aussi au caractère bien trempé. J'ai adoré cette moto. On y va. La mode du café racer n'est pas neuve, elle nous vient du début des années 60. À l'époque, on essayait de fiabiliser les motos, mais aussi de les alléger, de les rendre un peu plus performantes. Cette mode a perduré avec un regain de vigueur depuis quelques années et la mode du café racer est un succès absolu, que ce soit dans les marques actuelles, mais aussi dans tous ces préparateurs et ces garages qui proposent des modifications pour faire en fait du neuf avec du vieux. Ici, ce n'est pas le cas. La Husqvarna Viptilen, on va faire du neuf avec du neuf, puisqu'en fait c'est une version totalement futuriste du café racer. C'est le café racer de demain sur les routes d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait on a adopté une ligne et un design très léché, très moderne, très beau, avec des matériaux premium. Et évidemment, comme toujours, on aime ou on n'aime pas, mais cette moto présente un design particulier. Elle est vraiment très belle. Elle est posée sur un cadre treillis, ses roues, ses finitions, le freinage, les poignées, tout est à sa place, tout est parfait et de très bon goût. Alors on verra à l'usage en fait que cette moto réserve aussi de belles surprises, puisqu'on est d'abord sur un monocylindre de 692 cm3 qui développe 75 chevaux à 1500 tours, ou 1500 tours obtenus très très vite avec une zone rouge à 9000 du couple, et aussi surtout il n'y a que 157 kg à amener. Donc en fait cette moto présente un rapport poids-puissance assez impressionnant. Elle est fine, elle est légère, elle est très maniable et de ce fait on s'amuse avec cette moto sur les petites routes, c'est un véritable régal. Alors vous allez me dire, oui mais bon les bracelets en ville c'est pas l'idéal. Même si son look peut le laisser supposer, cette moto n'est pas vraiment une moto urbaine. Pourquoi? Parce que d'abord, on a des bracelets. Ce type de guidon en fait que l'on repose le poids du corps sur les poignets et ça engendre assez vite de la fatigue. À côté de ça, la moto reste légère et maniable avec un moteur qui cogne un peu en dessous des 2000 tours, mais qui permet quand même d'évoluer en ville assez facilement, évidemment, facilité par son poids. Maintenant, en termes d'utilité, c'est une moto qui n'est pas pourvue de porte-bagages, c'est une moto qui n'a pas de crochet d'arrimage, elle n'est pas pratique pour tous les jours, mais bon, un sac à dos pour aller travailler et on est quand même sur une machine assez fantastique. À côté de ça, dès qu'on prend la route, évidemment, le poids du vent vient
vous soulager et donne un peu moins de pression sur les bracelets. La position de conduite est pour moi pas mal. On a les bracelets à la bonne place. On a surtout les jambes qui ne sont pas trop pliées avec des pouces-pieds qui ne sont pas trop hauts. On a peut-être une selle un peu large à sa base parce qu'en fait la moto n'est pas haute, mais bon, moi j'ai des grandes jambes donc je n'ai pas de souci pour poser bien les pieds par terre. Mais en fait c'est pas tellement un problème d'auteur de jambes mais plutôt un problème de largeur de selle qui fait qu'on est obligé d'écarter un peu plus les jambes pour les poser par terre. À côté de ça, la moto est très vive, instinctive et très joueuse puisque d'origine, elle est pourvue d'un shifter up and down qui permet évidemment de passer les vitesses sans débrayer. C'est un plus parce que le moteur est joueur, je l'ai déjà dit, et en fait la moto perd 150 à 200 tours maximum sur un changement de rapport, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de relancer à chaque fois la machine, elle reste dans les tours et cette moto prend vite un 140-150 km/h en un rien de temps. On pourrait penser que c'est un peu juste en freinage, mais pas du tout, parce qu'en fait, le simple disque remplit parfaitement son rôle, et le disque arrière est plus qu'un ralentisseur, on pourra même en ville peut-être ne se servir pratiquement que du frein arrière. À côté de ça, on est très bien suspendu, puisque aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, on est avec des suspensions WP, et entièrement réglable, ce qui permet évidemment d'ajuster la moto parfaitement à sa morphologie et à son type de conduite. À côté de ça, on a un compteur qui est relativement discret, sur lequel il y a les informations principales, c'est-à-dire le compteur, le contour, le rapport engagé, une jauge à essence et l'autonomie restante, et aussi un petit shifter de zone rouge, une petite lampe de zone rouge qui vous donne le moment où il faut changer de rapport. C'est un côté un peu racing qui est très sympa. Donc voilà, moi cette moto j'ai vraiment aimé parce que c'est pas une moto pour faire des grands trajets, soyons clairs, malgré que sincèrement le moteur a vraiment beaucoup de coffre. C'est une moto qui est belle à regarder, qui est belle à voir passer. Je pourrais peut-être lui reprocher un bruit moteur pas très sexy, et donc on pourrait peut-être passer chez un équipementier pour lui donner un pot d'échappement qui lui donnerait une sonorité un peu plus rauque, digne de ce gros monocylindre de 700 cm3. Donc voilà, Husqvarna Viptylon. Au niveau tarif, on est à 10 290 € et on est tout à fait dans la gamme de prix du Café Racer Ducati Scrambler par exemple, à quelques centaines d'euros, on est au même prix, avec quand même un avantage ici par rapport justement à cette Ducati, avec laquelle on a exactement le même nombre de chevaux, avec quelques centimètres cubes de plus pour la Ducati, mais surtout pratiquement 20 kg de moins sur la Husqvarna. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup cette moto parce qu'elle bouscule un peu les codes et elle permet d'envisager quand même que le Café Racer a encore de l'avenir devant lui et pourra évoluer malgré un design renouvelé sans tomber dans le souvenir à tout prix et finalement aller de l'avant, je crois que c'est bien aussi. Moi je vous recommande de faire un petit essai de cette moto. En concession, il y a toujours moyen de s'arranger pour essayer ce genre de machine. On peut comprendre qu'avant de lâcher 10 000 €, on ait envie de faire un petit test. Eh ben, allez-y, vous ne serez pas déçus. Moi j'ai adoré cette moto, c'est une petite bulle d'air. Donc en revenant du boulot un peu fatigué, on descend de la bagnole, on va se faire une petite heure avec une moto. C'est toujours sympa, d'autant plus que là pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais l'été n'en finit pas et donc on peut rouler et rouler encore pour se faire plaisir. Cette Viptylon 701 est un de mes coups de cœur de l'année. C'est une moto comme je les aime, simple, légère et efficace. La fin d'année, c'est la période des salons. Pour le moment, l'EICMA de Milan bat son plein, le salon a ouvert il y a quelques jours et on y dévoile les motos qui seront à l'affiche en 2019. Alors je vous y emmène, on y fait un petit tour tous ensemble et on découvre sur quoi on roulera l'année prochaine. Le salon EICMA de Milan est le rendez-vous de l'année, le rendez-vous de fin d'année pour y découvrir les motos qui peupleront nos routes en 2019. Alors en fait c'est Yamaha qui va ouvrir le bal lors de sa traditionnelle conférence de presse la veille de la journée presse du salon où Yamaha va dévoiler enfin sa Yamaha 700 Ténéré, la nouvelle reine du désert, comme il se plaise à l'appeler. Alors cette moto est en gestation depuis pratiquement 3 ans, tout le monde l'attendait avec impatience, la voilà enfin, avec des couleurs qui nous rappellent évidemment le passé de Yamaha, mais qui laissent augurer une moto très efficace et qui sera probablement à l'affiche des prochains rallye raid. Et la concurrence est là puisque KTM sort au même moment une KTM 790 Adventure R qui elle aussi se pose en sérieuse concurrente de cette Yamaha Ténéré. C'est donc un match qu'on se plaira
à faire pendant l'année 2019. On ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore où, mais ça s'annonce assez explosif. Chez BMW, c'est la R1250 GS qui est à l'affiche évidemment et qui tient le haut du pavé. Cette nouvelle version dispose d'une cylindrée un peu supérieure, mais surtout d'aménagements moteurs qui permettent d'avoir un peu plus de souplesse et aussi plus de puissance. Cette version 1250 est aussi déclinée en RT. Nouveau scooter C400. La gamme 90 continue à se décliner dans des nouveaux coloris qui font apparemment le bonheur de même nos amis japonais. Les nouveaux coloris sont assez tranchés et agressifs, moi j'aime bien. BMW revisite aussi évidemment son fer de lance, son hyper sportive, la S1000RR, qui revient évidemment avec plus de puissance, moins de poids, encore une fameuse lame qu'on pourra découvrir sur les circuits à partir de l'année prochaine. L'EICMA, c'est des kilomètres et des kilomètres d'allées qu'on se plaît à parcourir dans tous les sens parce qu'en fait on ne sait pas où jeter les yeux tellement il y a des choses à découvrir, mais ça fait partie du jeu. Chez Triumph, c'est le Scrambler 1200 qui est en tête d'affiche, qui sera décliné en une version routière et une version beaucoup plus off-road. Cette 1200 Scrambler fera l'objet d'un test complet puisque nous aurons la possibilité d'aller l'essayer au Portugal pendant le mois de novembre et l'essai sera donc diffusé dans le prochain Carter et Piston. On peut déjà admirer cette moto qui est une vraie réussite esthétique et qui promet de bonnes sensations. Ducati maintenant, Ducati est à domicile évidemment et se plaît à montrer sa nouvelle 1260 Multistrada ainsi qu'un vélo électrique. Tout le monde s'y met évidemment un peu à l'électrique. On commence par le vélo chez Ducati. L'hypermotard vient nous dévoiler ses courbes magnifiques, agressives et sensuelles. Tandis que le sport est à l'honneur évidemment puisque une des nouveautés de ce salon, c'est évidemment la Panigale V4R qui va chercher plus de 225 chevaux, un peu plus de 165 kg, vraiment une arme de guerre qu'il sera possible de découvrir très bientôt. L'électrique, on en parlait, évidemment, Harley-Davidson vient faire le buzz puisque c'est la première marque, la première grande marque à oser se lancer dans l'aventure de l'électrique avec la Livewire, qui est en fait une moto qui a été dévoilée il y a déjà 2 années, qui était en cours de développement. Harley-Davidson avait un peu retardé sa sortie, maintenant c'est fait, la moto est là, elle a été dévoilée en première mondiale ici à Milan. On se réjouit de l'essayer parce qu'en fait il faut oser se lancer dans ce créneau qui n'est pas encore totalement abouti à mon sens, mais qui laisse augurer à mon avis de très belles perspectives. Alors n'en déplaise évidemment aux puristes, mais cette Harley-Davidson du 3e millénaire pourrait engendrer un mouvement qui pourrait se répéter dans pas mal d'autres marques. Honda, après le succès de l'Africa Twin, nous revient en fait en revoyant sa copie sur toute la gamme CB, gamme qu'on aura l'occasion de découvrir évidemment aussi en 2019 lors des essais qu'on aura le plaisir de vous présenter. Kawasaki, évidemment, la Z900 reste la moto mythique de chez eux, mais cette année, c'est la Versys. La Versys 1000, nouvelle version, Grand Tourisme qui tient le haut de l'affiche. Une Versys 1000 entièrement reliftée, avec une bagagerie et une orientation évidemment Grand Tourisme. Bon, on continue évidemment à marcher. On parlait d'électrique, Fantic se lance évidemment dans l'aventure aussi avec cette Caballero qui est toujours au stade de prototype. Royal Enfield n'en finit pas de décliner sa nouvelle 650 dans des versions tourisme ou des versions continentales avec une gamme d'accessoires évidemment qui va bien et qui suit le mouvement. Un des buzz de cette fin d'année est évidemment cette Indian FTR 1200. Alors ça, c'est la Indian FTR 1200, moto dont on parle beaucoup en fin d'année 2018, mais qui, je crois, fera vraiment le buzz en 2019. On attend de voir, on attend de l'essayer, mais en attendant, ça a vraiment une sacrée gueule. À l'EICMA, il y a aussi toute une partie qui est réservée aux petits pavillons chinois, à tous ces petits fabricants, ces petits constructeurs qui viennent proposer des pièces, qui viennent proposer des motos et qui sont en fait les rois de l'accessoire. Ils sont évidemment venus apparemment avec leur nourriture. Chez MASH, on décline cette magnifique petite 400 cm3 à l'inspiration très flat track. Les accessoires évidemment sont là aussi, comme chez Shark qui nous décline évidemment toute sa gamme, avec une petite partie réservée
plus haut dames, très féminines. Valentino Rossi n'est pas en reste puisqu'il nous propose un énorme stand où vous pouvez vous régaler et acheter tous les produits qui vous seront nécessaires pour la saison 2019. Même chose chez Triumph. Une très belle réalisation cette CCM, moto très bien finie, aboutie, avec beaucoup de gueule. Vous savez que j'aime le trial et évidemment je crois que le trial sera peut-être la première catégorie moto qui passera vraiment à l'électrique. Alors Yamaha présente sa TYE qui est une moto qui n'est pas encore en production mais à mon avis ça ne devrait tarder. Mais la concurrence est déjà prête puisque GasGas propose également une version électrique trial. Enfin mon coup de cœur, je le réserve pour la fin pour ce magnifique hommage à la 2 chevaux Charleston, moto sur une base Triumph Bonneville réalisée par South Garage, très belle finition et un beau petit clin d'œil à cette voiture mythique. Bon, j'en ai un peu plein les souliers parce qu'en fait un salon c'est beaucoup de kilomètres. Bon Michel, je ne sais pas si on y passera un jour ou l'autre, mais la moto électrique devient quand même un sujet de conversation relativement courant dans le monde de la moto. Et il y a des convaincus, il y en a qui le sont moins. Moi je te dis franchement que pour le moment, je ne suis pas vraiment convaincu. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on devra y passer un jour ou l'autre, ça c'est certain. Maintenant, moi je pense qu'au niveau autonomie, on n'est pas encore à un niveau suffisant à mon goût. Oui. Moi je pense que oui, l'autonomie c'est un vrai problème évidemment, mais c'est pas très grave d'avoir une moto peut-être qui n'est capable que de faire 100 ou 150 km et puis on refait le plein, on est reparti, mais un plein ça dure 3 minutes. Si maintenant on a une capacité de recharge très rapide, ok. Si on a la possibilité d'emmener une seconde batterie, ok, mais c'est jamais le cas, les batteries sont très lourdes à transporter et soit on a un usage urbain, où là on a des possibilités de recharge. Mais voilà, moi je voudrais te parler de la KTM Freeride. C'est une moto que j'ai essayée dernièrement. C'est une moto qui, par son utilisation, m'a vraiment conquis. C'est une moto agréable, c'est une moto agile et c'est une moto efficace. Par contre, le problème évidemment de la recharge, une fois qu'on est dans les bois, là on est face à un gros problème. Donc toi tu connais cette moto, tu as eu l'occasion de l'essayer? Oui, exactement. J'ai roulé plusieurs fois avec cette machine. Comme tu le dis, très agréable, très maniable, ça a quand même pas mal de pêche. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Mais bon, voilà, une fois que la batterie est vide. Oui. Un des avantages aussi de cette moto-là particulièrement, c'est qu'en fait, elle est accessible au permis A1. Donc, c'est-à-dire aux détenteurs d'un permis qui peuvent rouler sur une 125 cm3. Je trouve que cette moto, quand on la met sur la 3e position, c'est-à-dire la position la plus agressive, est une moto qui va beaucoup plus fort qu'une 125 cm3. On est pratiquement sur une 2,5 ou une 3,5. Et donc, voilà peut-être un petit contre-pied pour permettre aux jeunes de rouler sur une moto un peu plus puissante, tout en sachant qu'à un moment donné, on sera limité par l'autonomie. Je te propose de découvrir l'essai de la KTM Freeride.
C'est quoi ce truc qui ne fait pas de bruit? Ah, c'est une moto électrique. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Et vous, vous roulez avec quoi? Voilà, moi je roule avec une AJS ici. C'est une AJS de 1963. C'est une moto qui m'a fait rêver quand j'avais 12 ans. Et quand j'ai eu l'occasion de l'acheter, je n'ai pas manqué de vite aller la chercher. C'est une moto aussi avec laquelle je participe à certains trials à l'ancienne. C'est une 350 avec un moteur avec une boîte séparée. C'est une moto qui pèse quand même 140 kg. Elle a un couple phénoménal, ça ne cale jamais. Il y a un vilebrequin d'une dimension importante, ce qui fait que le moteur, c'est un moteur qui est vraiment très onctueux et qui ne cale jamais. Ouais, superbe machine cette AJS. Quel choc de génération, incroyable. Vous voulez essayer la KTM? Oui, ok. Faut pas mourir idiot. Ah oui, alors là, c'est pas le même bruit. Hein. Mais terrible cette position de conduite. C'est chouette ça. Quel couple terrible. Ah j'adore cette moto aussi. Hein. Comme quoi, malgré les années, une moto ça reste une moto. Hein. 2 coups de piston, on est en haut. Incroyable, incroyable. Ah ouais, c'est génial. C'est génial. Génial. Terrible moto. Bon, c'est vrai que ça fait un peu de poids. La KTM, elle fait 111 kg. Hein. Donc elle fait quand même 30 kg de moins que cette moto, malgré une batterie un peu lourde et placée peut-être un peu haut, et qui lui donne un centre de gravité qui n'est pas celui d'une moto de trial évidemment, ça c'est sûr. On a mis un frein du côté droit parce que c'est une boîte à l'anglaise. Donc une boîte à l'anglaise, ça veut dire que la boîte elle est de l'autre côté. Le sélecteur en fait, il est à droite et les commandes sont inversées. La première est en haut et le reste est en bas, à l'anglaise quoi. Mais bon, c'est pas très gênant. Voilà, on va passer la deuxième et il y a tellement de couple sur ce moteur que on y va au coup de piston quoi. « 40 minutes qu'il est parti, j'espère qu'il n'est pas en panne de batterie. » C'est facile? Oui, c'est très facile, c'est super étonnant. Parce que j'ai été étonné, je vous expliquais en 2 mots comment ça fonctionnait avec les 3 modes. Il y a déjà quand même un petit temps que je ne fais plus de l'enduro. Ouais. Je crois que je vais m'y remettre. C'est vrai? Ah oui, c'est incroyable ça. Ah oui, Qui est là, et cette moto du 3e millénaire. Ah oui, moi j'ai découvert ça. Mais elle est super bien équilibrée et c'est fantastique. Ouais. C'est fantastique. 10 790 €. Oui, ça peut refroidir beaucoup de personnes. Ouais. Maintenant, c'est quand même une moto, à mon avis, par rapport à mon AJS, à ma vieille moto, c'est quand même une moto qui va faire la nique aux écolos. C'est vrai. Hein? Ouais, bah c'est peut-être un peu le but, parce que ça pourrait réconcilier les gens Voilà. qui se baladent en forêt Voilà. avec cette moto qui ne fait pas de bruit, en tout cas pas un bruit de moto. Voilà. Il ne faut pas oublier que la moto, en général, c'est quand même le moyen le plus écologique On est bien de transport. Ouais. Maintenant, avec une moto comme ceci, ça c'est vraiment le top Ouais. en matière d'écologie.
Reste à voir la batterie, mais là, bon, on a roulé Ouais, 15-20 minutes. pas La mal. batterie a toujours l'air à fond. Pourtant, vous avez employé le mode le plus agressif, donc celui qui normalement consomme le plus. Il faut voir maintenant après une vraie balade dans les bois. Mais bon, le fabricant donne entre 1 heure et 1 heure et demie d'autonomie suivant la manière dont on roule et suivant le mode qu'on adopte. Et donc voilà, moi c'est une moto qui m'a tout de suite conquis aussi par justement le fait que c'est une moto qui peut rapprocher un peu les gens qui sont en général fâchés des motards qui se baladent un peu partout. Voilà, exactement, ça c'est vrai. Parce que bon, parfois je ne suis pas bien perçu en faisant un peu de bruit dans les bois, etc. Ou même sur les routes. Bon, ici, bon, je pourrais passer partout sans qu'on me remarque trop. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse celle-là, je reprends la JS ou bien vous reprenez la JS? Mais écoute, je pense que je vais la reprendre, mais je garde aussi mon AJS. Ah merde! Ah oui, merde! Ah merde! Ah ouais, non! Ah ouais, mais non! Non! Ah ouais, mais non! Mais, bon, écoute, mon AJS, bon... Michel, la vie d'un concessionnaire moto, ce n'est pas seulement vendre des motos, vendre des accessoires et assurer du service après-vente, c'est aussi fédérer un peu et essayer de créer des liens entre tes clients. Et à ce sujet, je crois qu'ici, dans la concession Hot Motorbike à Theux, vous avez à cœur de réunir vos clients plusieurs fois par an pour faire des organisations. Vous faites quoi par exemple? On organise, que ce soit pour chez Triomphe ou pour chez KTM, des balades spécifiques aux marques. D'accord. Par exemple, au niveau de la DGR, on fait un départ ici pour se rejoindre à Liège avec les clients. Nous organisons une balade normale en début de saison, en fin de saison. Nous organisons un voyage. Nous organisons la balade adventure, comme on en a parlé tout à l'heure, pour tous les amoureux du tout-terrain. Et nous organisons également de temps en temps des sorties enduro à l'étranger. D'accord. Mais je crois aussi que vous faites quelque chose de particulier grâce à ton épouse, c'est que vous organisez des balades qui sont réservées aux dames. Et pour en parler, ben écoute, le mieux c'est qu'on lui demande à elle comment ça se passe et pourquoi cette idée a germé dans son esprit. Donc écoute, je vais te quitter un peu et je vais, si tu le permets, aller un peu discuter avec ton épouse. Pas de problème. Nathalie, bonjour. Bonjour Thierry. Tu es l'épouse de Michel et donc tu baignes dans la moto du 1er janvier au 31 décembre. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est une passion que tu as développée parce que tu es devenue la femme de Michel ou bien tu aimais déjà la moto avant? À 16 ans, j'ai eu mon MTX50, donc j'ai commencé à rouler à 16 ans. Et puis voilà, j'adorais vraiment ça. Et puis voilà, puis 18 ans la voiture, et puis la vie passe, puis Michel s'installe comme concessionnaire moto. Et puis alors à 30 ans, c'est lui qui me dit, bah, tiens, est-ce qu'il ne serait pas temps que tu t'y remettes? Et voilà comment j'ai remis le pied à l'étrier. D'accord. Et donc là maintenant, tu roules régulièrement? Oui, je roule régulièrement, j'adore rouler, donc je vais aussi bien travailler que me promener, quoi. Moto dès que je peux. Oui, okay. Ça, vraiment... Et donc tu passes à la concession, tu prends la moto que tu as envie de prendre ou bien tu as ta moto dans le garage, celle que tu aimes? Je veux dire, à la concession, j'essaye un peu de tout, donc je passe aussi bien d'une KTM en Triumph, mais c'est vrai que depuis l'année passée, j'ai vraiment eu le coup de foudre pour ma Street Twin, ma Triumph, donc je me sens super à l'aise avec, donc voilà. D'accord, oui c'est vrai, machine accessible, pas trop de sel, donc voilà, c'est sécurisant d'avoir beaucoup de couples, oui tout à fait. Vraiment le rapport, voilà, c'est ça. Pas trop puissante, pas trop lourde et en même temps beaucoup de couples, donc quand il faut démarrer ou dépasser, ce que j'adore, ben voilà. Et alors bon, Michel, il est cool quand vous roulez ensemble ou bien il veut quand même être devant? Oh, je dois dire, bon, ça a commencé, donc je l'ai suivi, mais bon voilà, lui il allait fatalement beaucoup plus vite que moi et c'est surtout grâce à une amie Annick d'ailleurs que je salue, qui roule très très bien moto et qui m'a dit, bah, écoute, suis-moi, on va les rouler toutes les deux. Elle m'a appris surtout à prendre les bonnes trajectoires et voilà. Ouais. Mais j'aime bien être derrière Michel, j'aime bien quand il est devant et voilà, quand on est à deux, c'est lui qui mène. Et tu participes aux balades organisées dans la concession? Donc voilà, je participe aux balades moto, j'organise aussi les voyages moto, donc je fais les voyages moto également en roulant sur ma moto, en conduisant ma moto. Et est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent à la concession et qui viennent acheter des motos? Oui, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va crescendo depuis, je dirais, 2 années. Je trouve que c'est vraiment marquant. Donc au début, bah, moi j'ai commencé à rouler parce que mon ami Annick roulait. Voilà.
On était deux et puis ça prend de plus en plus d'ampleur et je dirais de tout âge. On trouve des jeunes filles qui veulent commencer sur des petites cylindrées, qui commencent à passer leur permis, ou des dames de mon âge, je dirais plus d'âge mûr, qui ont envie vraiment de rouler. Oui. Et donc c'est de là que t'es venue l'idée de créer des balades qui ne sont réservées qu'aux dames. Donc j'ai décidé de mettre ça sur pied, donc ça fait la 5e année déjà. Quand même, oui, voilà. Au début, comme je dis, on était très peu, donc on a commencé à 2, puis 4, et ici on était une 12aine cette année. Et je sens vraiment un engouement de la part des femmes, vraiment, ce besoin de s'émanciper, de conduire soi-même, de piloter soi-même sa moto. Homme interdit, oui, voilà. Donc ça c'est quelque chose. Et donc finalement vous êtes pire que nous, parce que nous quand on organise une balade moto, les femmes sont les bienvenues. Oui, mais justement, j'ai fait cela parce que je me suis rendu compte, au début, il y a des hommes qui voulaient venir. Alors moi, j'étais vraiment pas pour parce que je trouve que quand tu parles avec les dames qui veulent rouler en moto, il y a toujours un petit quelque chose qui leur tient, elles ont un peu peur. Donc peur de ne pas être à la hauteur. Et j'ai déjà remarqué aussi que quand leurs époux, leurs compagnons sont là, il y a toujours, fais attention, sois prudente. Il y a une petite pression supplémentaire qui disparaît quand elles sont entre elles. Et alors, la 2e année, il y a 1 ou 2 compagnons qui ont suivi et je trouve que enfin, ça n'a pas été, parce que voilà, je trouvais qu'ils étaient un peu trop mêlés tout. Et je trouve que c'est bien de se retrouver entre femmes, parce que c'est vraiment quelque chose qui me frappe, c'est de les entendre dire « Oh oui, mais j'aimerais bien, mais je n'ose pas. » Oui, mais quand on va en groupe ou avec des hommes, ils roulent vite, j'ai peur de ne pas suivre, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de tomber. Donc, et j'ai mis ça sur pied et je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui est apprécié. Et voilà, j'insiste vraiment sur le côté. Mais par contre, on fait 3 autres balades sur la saison que les hommes... Donc maintenant, il faut organiser des voyages que pour les femmes, alors. Ah ben ça, j'ai un projet. Moi, j'ai vraiment un projet, dont, notamment avec Marie, on a décidé, et d'autres, on voudrait bien lancer, partir en Corse entre filles. Donc, mais vraiment partir de la maison, enfin, de la concession jusqu'à la Corse en moto et trouver des petites chambres d'hôtes. Ça, j'adore planifier des voyages, chercher les petits hôtels, les choses. Tiens, maintenant, donc vous formez un petit groupe, vous roulez ensemble, vous échangez vos impressions. Qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va bien dans le monde de la moto et des accessoires et des équipements? Qu'est-ce qui correspond bien aux femmes et qu'est-ce qui ne correspond pas du tout aux femmes, qu'il faudrait améliorer? Je trouve qu'au niveau point de vue moto, je pense que les constructeurs ont très bien compris l'intérêt et le marché qui s'ouvrait, donc ils sont de plus en plus à l'écoute et on revient notamment même pour les permis à 2, c'est pour les jeunes, mais pour les femmes, etc. Je trouve qu'au point de vue moto, aussi bien les 2 marques qu'on représente, les autres je ne connais pas, mais il y a vraiment une qualité de moto. Là pour la femme c'est indiscutable, elle trouve la hauteur, le poids. Je trouve que ça va vraiment bien. Voilà, des motos d'une puissance raisonnable, du couple, des commandes douces et pas trop dures, et des choses comme ça, d'accord. Une femme, ce qui la tracasse toujours, c'est avoir pied à terre, c'est pouvoir gérer la moto, parce que même moi, on peut rouler sur des plus grosses cylindrées, j'ai déjà roulé sur une speed par exemple, mais je veux dire, quand elle est lancée, ça va, mais quand il faut s'arrêter, il y a le poids, il y a la hauteur. Donc, voilà. Je trouve que chez les dames, c'est toujours ça qui les tracasse, c'est avoir pied à terre. Et c'est logique. Donc je conseille toujours, il faut toujours commencer par une petite cylindrée, moto basse à sa hauteur, etc. Moi je trouve que c'est plutôt au point de vue équipement. Je trouve que moi pour ma part c'est pas assez féminin. Je trouve que et les dames quand on va, parce qu'on fait toujours une halte, on va manger ensemble. Moi je m'arrange toujours pour que ce soit convivial. Et puis alors voilà, et on discute toujours de nos motos parce qu'on se rend compte que finalement une balade avec des hommes ou avec des femmes, quand on s'arrête, on parle des motos. On parle aussi des enfants, mais on parle des motos entre filles, c'est vraiment... Et alors, voilà, ce qu'elles disent, c'est que voilà, elles adorent leur moto, etc. Mais point de vue équipement, c'est les chaussures qui ne sont pas adaptées, qui sont trop grosses. En fait, je crois que les femmes, les filles à moto ont envie d'avoir un peu leur collection qui marque bien le côté fille à moto. D'accord. Elles recherchent aussi souvent dans les casques. Je vois bien quand on vend des casques, c'est des blancs, c'est des clairs. On nous demande parfois des roses aussi. Voilà. La légende continue, les femmes veulent des casques roses. Et si tu avais un message à faire passer aux dames qui veulent venir rouler, qui veulent s'y mettre, c'est quoi? Allez-y, il faut y aller, il faut vraiment se désinhiber, ne plus se dire je ne suis pas capable, je ne suis pas aussi doué qu'un homme. Il n'y a vraiment pas de rivalité, et je trouve même chez les hommes. Et les hommes, justement, je trouve, au début, ça les fait un peu sourire, mais maintenant qu'il y a de plus en plus de filles à moto, et on a même des époux qui viennent en concession et qui poussent leur compagne ou leur épouse à rouler. Mais allez-y, venez. D'ailleurs, moi, j'ai créé un groupe sur WhatsApp, Filles à moto.
D'accord. Et alors, et de fil en aiguille, maintenant on est beaucoup parce que des copines à moi ont invité des autres amis et voilà. Et on a aussi mis sur pied aux boucles de Theux cette année, c'était la première fois. Donc Pierre Potier qui s'implique beaucoup dans les boucles de Theux a été à notre écoute avec Sonia Defau qui a organisé une balade en prélude des boucles de Theux. Donc une balade l'après-midi exclusivement réservée aux filles, donc qui s'est vraiment calquée sur ce que je faisais et qui a eu beaucoup de succès parce qu'elles étaient quand même presque une vingtaine. Et voilà, donc je dis, les filles, allez, rejoignez-nous, venez, et qu'elles n'hésitent surtout pas à se mettre en contact, soit en concession, ou sur, j'ai un Twitter, Nathalie Gotha, ou alors sur le WhatsApp Filles à moto, et alors là, elles seront les bienvenues, et on ne regarde pas la marque de la moto, à la cylindrée, voilà, il n'y a aucun critère, juste être une fille qui aime rouler à moto et qui a envie de partager ça. Ah ouais, super. Voilà. Messieurs, accrochez-vous, voilà les filles. Michel, on a un peu parlé de la gamme Trail avec la Tiger, on a parlé de toute la partie rétro vintage avec les Bonneville, les Scrambler et la Truxton, mais Triumph c'est pas que ça, Triumph c'est aussi un ADN sportif très marqué avec notamment la Speed Triple qui a marqué toute une génération de motards sportifs, avec aussi la Street qui est sa petite sœur, qui est ce fabuleux 3 cylindres de chez Triumph. Est-ce que c'est une gamme qui suscite encore de l'intérêt? Exactement. Je veux dire, ça représente, les deux machines représentent 30% de notre chiffre d'affaires Triumph. C'est des machines qui se vendent encore très bien parce qu'elles font référence au passé au niveau de la speed. Oui. Et la Street est une machine très aboutie qui est maintenant 765 cm3, moteur très coupleux, très agile. Vraiment. Avec une gamme de prix quand même relativement contenue quand on pense au rapport prix-performance de ce type de moto. Alors tu me parles du 765 cm3, moteur évidemment qui est au centre de beaucoup de conversations maintenant parce que le moteur Moto 2 l'année prochaine, pour tout le monde, c'est ce moteur. Ce sera le moteur Triumph, exactement. Donc c'est une belle aubaine évidemment pour la marque. Oui, je pense que ça va nous donner une vue mondiale au niveau sportivité de la marque. Ça va engendrer de la vente supplémentaire, tu crois? Je pense bien que oui. Ben, j'espère, parce que c'est quand même aussi un peu le but d'une marque de s'investir à un tel point. On n'a pas beaucoup de données techniques évidemment pour le moment sur ce qui va sortir de ce moteur. On peut envisager qu'il sera de toute façon au niveau de ce qui se faisait déjà sur le moteur utilisé cette année. Donc on va être probablement aux alentours de 180-200 chevaux, même si aucun chiffre réel n'est encore sorti. C'est tout l'avantage de ce 3 cylindres en fait, parce que c'est un moteur à deux visages. D'un côté, il a un peu la rondeur et la souplesse d'un 4 cylindres. Et puis il a ce côté coupleux du bicylindre. C'est une belle formule et finalement il n'y a pratiquement que Triumph qui a adopté cette caractéristique technique de moteur, le 3 cylindres. Il y a d'autres constructeurs qui mettent cette architecture aussi, mais je pense qu'ils n'ont pas les mêmes résultats au niveau souplesse. Oui, tout à fait. On vient de voir, Michel, au salon EICMA de Milan, que Triumph nous réserve vraiment une belle surprise en termes de scrambler pour l'année 2019. On peut constater que les lignes qui ont été décidées par l'usine, finalement, c'est des lignes que tu avais imaginées sur la réalisation qui se trouve ici derrière moi, sur le scrambler que tu as réalisé. Alors, cette 1200 s'annonce extraordinaire. Je pense qu'ils nous ont fait quelque chose de vraiment top. Il y aura un modèle XC qui sera le modèle, je vais dire, route tout-terrain, et le modèle XE qui sera vraiment le modèle destiné plus au tout-terrain, mais qui va très bien fonctionner également sur la route. Lui sera doté de suspension avec un débattement un peu plus important, une suspension Lins à l'arrière et Showa devant. Ça promet, et évidemment une électronique embarquée, comme maintenant dans pratiquement tous les modèles qui sortent sur le marché. Même supérieur, ils ont fait vraiment beaucoup d'innovations à ce niveau-là. Oui, donc voilà une moto qui promet, et une moto que nous allons découvrir dans le prochain Carter et Piston, puisque fin novembre, je serai au Portugal pour essayer ces nouveautés de chez Triumph. Donc on reviendra dans le prochain Carter et Piston, évidemment, en long et en large, sur l'essai de ces deux nouveautés de chez Triumph, qui promettent à mon avis de faire un malheur, parce que
Elles sont sur le papier, évidemment, elles ont l'air très efficaces, mais elles ont vraiment une sacrée gueule. Nous arrivons tout doucement au terme de cette émission, mais avant de terminer, j'aimerais pousser un petit coup de gueule. J'aimerais pousser mon petit coup de gueule sur le fait que le Drive One de Bay-City a fermé ses portes. Vous vous souvenez, on y avait tourné au mois de mai une émission avec le charismatique boss de cet endroit qui est Olivier Hansen. Et en fait, malheureusement, cet endroit a dû fermer. J'imagine qu'Olivier va retomber sur ses pattes très vite et que nous aurons très vite l'occasion de retourner faire une émission, faire un nouveau tournage dans le Drive-2. Olivier, on est avec toi. Bon, je vous donne déjà rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Carter et Piston. D'ici là, gaffe sur la route. Salut. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait